Dit le 9 octobre 2025, précisément 9 heures passées de 49 minutes. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous souhaite bon début de week-end de partout où vous nous suivez. Un grand plaisir pour moi, un honneur de savoir que vous êtes vraiment nombreux. Alors, c'est aujourd'hui que la Tribune du Savoir va débuter avec son premier numéro pour la semaine, comme vous le savez. Chaque samedi à 9h30, dimanche à 17h juste. Et puis lundi, on se retrouve aussi à 9h30. Allez, on va prendre la phrase du jour comme d'habitude, comme vous le savez. Nous n'avons qu'une seule phrase du jour aujourd'hui, c'est que vous pouvez réussir sans détruire. Vous pouvez réussir sans déranger. Vous pouvez réussir sans culpabiliser. Vous pouvez réussir sans critiquer. C'est là la phrase du jour, c'est ce qui nous accompagne et c'est ce qui va justement nous accompagner aujourd'hui et la semaine. Et donc moi je vous souhaite bonnes conditions télévisuelles pour cette émission d'aujourd'hui qui aura beaucoup d'énergie. On va vraiment vaciller avec beaucoup de sujets pour parler justement de tout ce qui a trait avec, laissez-moi vous donner le programme de ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler, n'est-ce pas, de l'union de la SENCO et de l'ECC. Nous allons parler de la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila, qui a été justement condamné à la peine capitale par le gouvernement congolais. Nous allons aborder la question du dialogue politique. Nous allons parler du changement de la révision constitutionnelle. Nous allons aborder justement aussi la grande question qui a fait la une de l'actualité. C'est la main tendue du président Félix Tshisekedi à Paul Kagame, l'un des pays voisins de la RDC. Et donc pour en parler, comme d'habitude, je ne serai pas seul. J'ai mon invité qui est déjà sur ces plateaux, monsieur Bruno Tshibangou Kabaji, professeur à l'Institut supérieur des statistiques, à l'Institut supérieur, je voulais dire, de statistiques de Lubumbashi. Il est docteur en philosophie. Il est également diplômé de CHESD, donc du Collège de hautes études des stratégies de défense ici à Kinshasa. Il est également producteur de plusieurs œuvres scientifiques que je vais vous citer le long de cette émission. Il a élaboré beaucoup de produits scientifiques qui ont été publiés dans des revues, etc. Il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il a été plus de 5 ans comme président fédéral de l'UDPS Tshisekedi à Lubumbashi. Il a été directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et il en a assuré l'intérim près de 6 mois comme directeur général de l'ANAPI. Je le reçois ce matin sur ces plateaux. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Merci de m'avoir reçu. Vraiment. C'est la première fois que je suis devant un journaliste ici à Kinshasa. Oh, wow. Alors, je vais dire que nous sommes honorés de vous recevoir, comme vous dites, pour une première fois en tout cas. Et je dois rappeler à nos téléspectateurs que c'est depuis que vous étiez DGAI de l'ANAPI qu'on a cherché comment vous avoir. C'était pas facile, mais aujourd'hui, Dieu a quand même permis qu'on puisse tourner avec vous. Merci beaucoup et je remercie aussi les spectateurs d'avoir vraiment le goût de nous suivre objectivement du début à la fin. Très bien. Et ils vont conclure, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent, au-delà de toute la présentation que je viens de donner, que vous êtes membre de l'UDPS et vous avez milité dans ces partis pendant près de combien de temps? Je suis parmi les cofondateurs et pionniers de l'UDPS. J'ai connu des prisons à Lubumbashi. Ah bon? J'ai connu des arrestations. J'ai été fracturé ici à Kinshasa en 2003. J'étais venu rencontrer pour la première fois le leader du parti, le leader charismatique, vous connaissez très bien, le président national à cette époque-là, était Tshisekedi Omulumba. J'ai fait des merveilles, c'est-à-dire je me suis battu ici à Kinshasa, juste quand notre président était à Sun City, où il devait passer vice-président, et cette place a été donnée à un certain, j'oublie un peu le nom, il avait la tendance française. Alors nous sommes venus ici à Kinshasa, nous avons organisé des manifestations. Et j'étais parmi les premiers qui ont quand même fait des manifestations très sérieuses ici. Ça m'a coûté très cher. Ça, c'est vers les années... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2003
au mois de juin, et c'était, je me rappelle bien, le 9, et devant l'ambassade de France. Pourquoi? Parce que le Français, à cette époque-là, celui qui était ambassadeur ici, M. Bernard, un certain Bernard, alors il avait tenu des propos un peu mal intentionnés et discourtois envers le peuple congolais. Nous étions avec le maître Mukendi, ce que vous connaissez, fait maître Mukendi au Murumba, et nous avons organisé une grande manifestation. Et je vous rappelle simplement que pendant ce temps-là, nous étions avec Feta Boukalala, qui était cette fois-là le président fédéral de l'UDPS à Lubumbashi. Donc je vous dirais de l'UDPS Katanga, pas l'UDPS Lubumbashi, mais l'UDPS Katanga. Et parce que c'est après que c'est devenu UDPS Lubumbashi conformément à notre statut. Exactement, parce que cette fois-là, chaque ville devenait une fédération. C'est à ce titre que Lubumbashi était devenu aussi une fédération. Et nous revenons ici à Kinshasa. Vous avez terminé ce que je vous disais. Oui. Alors, nous nous sommes retrouvés devant l'ambassade de France. Juste avant d'arriver à l'ambassade de France, et c'était presque aux environs de Memling. Oui. Aux environs de Memling, oui. Alors, nous devrions faire un sit-in là-bas. Mais, curieusement, vers les 3 heures du matin, avant la veille, donc la veille de la manifestation, on a arrêté tous les grands leaders, parmi lesquels le maître Mukendi, ce qu'on appelle maître Mukendi au Murumba. Alors nous nous sommes retrouvés sans leader sur le terrain. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Et j'ai fait un peu de merveille, je me suis débrouillé en lingala. J'ai contacté les gens, et par-ci par-là, et j'ai trouvé qu'il y avait des combattants, mais qui avaient peur de se présenter comme combattants. J'allais avec mon petit lingala là-bas, intéresser chacun d'entre eux, et finalement, après 1 heure, j'ai réussi à avoir plus ou moins 30 combattants. Alors je leur ai posé la question s'il était en mesure de faire quelque chose. Ils étaient tous contents. J'ai quand même, vraiment, je les ai encouragés. J'ai lancé des slogans et puis ils ont répondu positivement. Est-ce que nous pouvons réussir? Et ils ont dit que nous pouvons réussir. Ok. Alors à ce moment-là, j'ai pris le devant et vers cette fois-là l'ambassade de France qui était déjà bien protégée. Nous sommes allés là-bas, alors en train de parler un véritable combattant. J'étais devant. Et à la première ligne de front. Première ligne. Mais à côté de moi, j'avais un certain Raphaël Kapambou. Alors, mais je ne le voyais pas. Et quand nous avancions, je regardais maintenant derrière, il y avait une foule immense. Donc tous ces gens étaient juste dans les environs, mais ils avaient peur, ils attendaient quelqu'un qui devait prendre le devant. Moi, j'avais pris effectivement le devant et nous sommes arrivés devant maintenant la police de l'ambassade. Alors maintenant, comme la foule devenait de plus en plus intense, nombreuse, alors il avait fallu que l'on fasse une intervention auprès de la police nationale du Congo. Et effectivement, dans quelques minutes, il y a eu beaucoup de policiers, cette fois-là envoyés par les autorités pour le maintien de l'ordre et surtout protéger l'ambassade. Mais nous n'avons pas vu tout cela et j'étais devant. Vous avez bravé. J'étais maintenant devant les policiers qui avaient déjà barré la route. Et j'ai foncé. J'ai même posé la question. On peut entrer ou on n'entre pas? On a dit, on entre. Est-ce qu'on peut réussir? On va y réussir. Je me lance et j'étais récupéré maintenant par la police. Et rossé sérieusement cette fois-là devant l'ambassade de France. C'était le 9, je me rappelle bien. Le 9. De quelle année? Le 9 juin 2003. Alors, je me suis dit, bon, on a tapé, et heureusement, pendant que j'étais en train de rouler des coups, et j'ai vu quelqu'un qui est venu se lancer sur les policiers. Et les policiers sont dispersés, et je regarde, c'était Raphaël Kapambou, que je ne connaissais pas trop bien, parce que j'étais nouveau à Kinshasa.
Et alors lui aussi, on l'a récupéré. On a commencé à nous taper comme on taperait de bêtes là. Alors on nous a amené, à un certain moment donné, il y a une Jeep qui est arrivée, Jeep cette fois-là militaire. Alors on m'a pris, avant de me mettre dans la Jeep, j'ai résisté, parce que j'étais combattant et je suis combattant. Jusqu'aujourd'hui. J'ai résisté sérieusement et finalement ils m'ont injecté un produit, là, une matraque ou quoi. Pour vous neutraliser. Alors ça m'a paralysé et ils m'ont jeté dans leur Jeep. Et ils ont fait la même chose pour Kapambou. Raphaël, il est là, il existe encore. Okay. Alors, on nous a amenés quelque part. Et quand j'ai posé la question, on s'est dit qu'on était au camp Lufungula. Et avant d'entrer maintenant dans leur cachot, et sur place, j'ai dit, je n'entre pas. On me fait descendre, je me mets debout, je les regarde. Ils me disent, non, papa, vous devez monter dans les... Non, aller avec les policiers. Dans les cachots. Moi, je dis, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et pendant ce temps, comme j'avais donné des coups au capitaine qui était là-bas, parce que ce capitaine-là m'avait d'abord donné un coup, et moi, j'ai répliqué. Parce que nous, ce n'était pas possible. Alors, il saignait, et maintenant, moi-même, j'ai saigné. Alors, il m'avait promis, papa, vous allez voir là où nous allons. Ou c'est toi, ou c'est moi. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a fait descendre. Kapambou a eu sérieusement des fouets. Moi-même, j'étais en train de regarder. Je dis, des fouets. Moi, je dis, moi, président, je ne peux pas subir ça. On va voir. Alors, après Kapambou, plus ou moins 30 fouets. Alors, Kapambou a pleuré. Moi, je dis, bon, en tout cas, je n'en peux rien. On l'a pris jusqu'au cachot. Maintenant, moi-même, ils m'ont demandé de me coucher. Moi, je dis, je ne le fais pas. De coucher sur votre dos là-bas. Moi, je dis, pas question. Je ne peux pas le faire. Et ce policier-là a fait un tour autour de moi et m'a donné un coup de botte. Allez, a fait à la cheville gauche. Et mon pied ici avait tourné comme ça. Paf. Alors, c'était très sérieux. Alors sur place, là-bas, quand il l'a fait, il a fui. Les policiers ont fui. Je suis allé, je me suis assis. Et alors à ce moment-là, j'ai pris le pied moi-même, j'ai pris le courage. J'ai remis ça en place et ça faisait vraiment très en fait, comment je veux dire, c'était douloureux, c'était douloureux. Alors à ce moment-là, ils sont venus, ils m'ont transporté jusque dans leur cachot. J'ai pu m'éliminer de ces cachots-là vers 20h. Et ils m'ont pris jusqu'à Kinmazière. Et c'est là que j'ai passé alors ma nuit. Ils m'ont verbalisé. Et à cette époque-là, je leur avais dit, si nous sommes en train de faire ce que nous faisons ici, nous, en tant qu'UDPS, ce n'est pas pour rien. Le petit Kabila doit partir parce que c'est un petit Rwandais. Ça, je suis très sûr, je l'ai dit, et je crois que le PV, s'ils ont vraiment une bonne administration, un bon classement, ils en auront toujours. Existe. Je dis, c'est un Rwandais. Tout ce qu'il est en train de faire là, pour nous, ça ne nous dit absolument rien, parce que nous savons tout simplement qu'il ne fera rien pour développer le pays. Voilà. Ça, c'était prévisible en 2003. Et nous sommes le 9 juin. Et je le dis, ils m'ont demandé s'ils pouvaient noter. J'ai dit, notez cela. Est-ce que vous acceptez qu'on note? Et là, il était encore au pouvoir. Et non, qui? Kabila. Il était encore au pouvoir, je vous dis, en 2003. C'est 2 ans après. 2 ans après. Quand il a été, cette fois-là, on dirait, reconduit par Sun City. Oui. Mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi. Nous étions remplacés par quelqu'un d'autre. Vous savez, la politique à cette époque-là, la politique même internationale, ne voulait pas de Tiens Tshisekedi. Il était sérieusement combattu, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Très bien. Ils ont pris quelqu'un qui était tout à fait un pantin, le pantin si vous voulez, et je ne sais pas comment je perds son nom, et c'est celui-là qui était 4e vice-président de la République. Et j'ai dénoncé cette affaire-là. Et sur place, les militaires, le matin, déjà vers 5 heures, ils m'ont dit non, vous devez rentrer chez vous, vous êtes libérés, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi je ne sors pas tant que
mon pied ici n'est pas encore soigné. Vous devez dire, on doit d'abord examiner sur le pied, voir si je ne suis pas fracturé, et avant de me faire sortir. Dans les cas contraires, je ne sors pas. Et je suis resté là-bas jusqu'à 8 heures. Maintenant, notre parti s'est organisé. On a envoyé maintenant un véhicule avec le président, c'était pas à cette époque-là, le président de l'UDPS, Tabou Canada, et Feu Tabou Canada. Et de là, nous sommes allés nous retrouver chez le secrétaire général de notre parti à cette époque-là, M. Dr Pongo. Et je leur ai fait le rapport de ce qui s'était passé. Bon, ils ont regretté, ils ont fait de messages d'indignation auprès du pouvoir à cette époque-là, du pouvoir de Kabila. Oui. Et voilà, grosso modo, c'est que nous avons vécu ici à Kinshasa. C'était à Kinshasa et non pas au Katanga. Ouais. Alors, ici à Kinshasa, j'ai été à l'inspection provinciale de la police. Hein? Oui, à l'Ipékin. L'Ipékin, voilà, justement, j'ai été retenu là-bas pendant 2 jours. J'ai été retenu là-bas à 2 reprises. Et puis, à Lubumbashi, c'était très sérieux. C'était mon habitude, c'est qu'on m'arrêtait toujours, on me met dans des cachots, je sortais, et après, je suis allé en prison. J'étais en prison, à la prison de Kassapa, pendant plus ou moins 3 mois. Et pourquoi? Non, vous avez porté atteinte à l'autorité de l'État, c'est-à-dire à la sûreté de l'État. Ils ont parlé maintenant de Kabila. Effectivement, j'étais très mécontent du comportement de notre président, de Kabila Joseph, en tant que président de la République. Mais nous, personnellement, je ne le reconnaissais pas comme président. Et notre parti aussi, moi j'étais dans la ligne vraiment de l'idéologie de Tiens Tshisekedi. Il était encore vivant, on se connaissait très bien, je savais comment il était en train d'évoluer. Il a fait une véritable opposition, parce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui comme opposition, ce qu'on appelle une opposition une opposition de façade, hein, une opposition de faire valoir, comme je dis. Faire valoir, on va en parler prochainement. Et voilà, monsieur le journaliste. Le combat. Mon combat pour un état de droit et de liberté. Je dis bien état de droit libre et démocratique. Alors, quand vous regardez tout votre combat, ce que vous avez eu à subir, ce que vous venez de me dire, je crois que quelqu'un d'autre peut-être à la maison, même peut-être a des larmes aux yeux. Pensez-vous que ce combat aujourd'hui a payé? Le combat a payé, et très bien payé, dans la mesure où il n'y avait pas moyen de parler dans ce pays. Ni de la présence de Tshisekedi. Personne ne parlait devant Mobutu. Hein. Personne. Même vous êtes avec votre épouse dans la maison, sur les lits. Vous vous dites vous-même, si je parle de ça, est-ce que mon épouse ici ne va pas me trahir? L'épouse aussi se posait la même question. Il y avait maintenant des méfiances entre les hommes dans ce pays ici, entre les citoyens. Alors, généralement, on disait, il faut faire attention, les murs ont des oreilles. On dit les murs ont des oreilles. C'était bien à cette époque-là. Même si vous êtes seul, vous n'avez pas à dire même au niveau de la pensée du régime de Mobutu. Et nous sommes partis de là. Nous avons agi. Le président Tshisekedi a agi. Il a éduqué la masse. C'est un pédagogue politique. Il a éduqué la masse. Et il nous a amenés à marcher, à dire non au pouvoir de Mobutu, à la dictature mobusienne. Très bien, mais... Et ça, c'est lui, ça, c'est Tshisekedi, c'est son mérite. Ok. Voilà. Alors, mais puisque vous parlez de ça, aujourd'hui, je vous ai posé la question, est-ce que votre combat, votre lutte a payé? Vous dites que cette lutte a payé. Exactement. Mais regardez aujourd'hui, par exemple, ceux qui étaient aussi avec vous à l'époque, pour prendre déjà les tout premiers sujets, la Syntco, d'autres parties religieuses étaient ensemble avec vous, mais aujourd'hui jugent votre régime, que vous ne marchez pas comme vous devriez marcher à l'époque. C'est une erreur de leur part. Et ils ont lâché la raison. Et ils se sont, si vous voulez, penchés du côté de leurs sentiments, du côté des émotions. Vous savez, même du temps de Maloula, si Maloula a fait ce qu'il a fait
contre le régime de Mobutu, c'est parce qu'il s'agissait d'un régime dictatorial. Un régime dictatorial ne tient pas compte des droits et libertés des citoyens. Et c'était tout à fait normal qu'il puisse se mêler pour demander à Mobutu de démocratiser les institutions. Maintenant, nous allons maintenant avec Echao, toujours avec Kabila. On a commencé avec, d'abord Mosengo. Mosengo, oui. Vous avez vu, Mosengo, à un certain moment donné, il a aussi agi pour remettre le pendule à l'heure, c'est-à-dire pour que Kabila puisse démocratiser davantage les institutions de la République. Oui. Mais il n'avait pas réussi. À un certain moment donné, rappelez-vous, il avait dit que les médiocres dégagent. Ouais. Les médiocres dégagent. C'était l'équipe de Kabila, Joseph. L'équipe de Kabila Joseph, parce que c'était une équipe qui ne savait pas travailler pour l'intérêt de notre peuple. C'est travailler pour leur intérêt, en fait son intérêt propre en tant qu'équipe. Mais aujourd'hui, la même église catholique. Oui, tout à fait. Je voudrais y arriver. Maintenant, aujourd'hui, la même église catholique qui avait soutenu l'état de droit ou l'instauration de l'état de droit et de démocratie estime que ce n'est pas effectif. Pays, en étant avec l'UDPS de Tshisekedi, je ne reconnais plus cette église catholique. Je ne reconnais plus cette église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. Et ce régime respecte les droits et les libertés des citoyens. Et je ne vois pas, il travaille en termes de processus, parce que l'instauration de l'état de droit libre et démocratique dans un corps politique, c'est tout à fait un processus. On n'a pas ça quelque part dans un colis où on vous amène. Non, c'est un processus qui est accompagné par l'éducation politique et civique de citoyens. Mais qu'est-ce que les... Alors ça prend un temps. Mais maintenant, je suis en train de constater que de leur côté, donc du côté de l'Église catholique et de l'ECC, je voudrais parler maintenant de cette union-là et de l'ECC. Alors, ils estiment qu'ils sont en train de vivre la dictature. Alors, je suis en train de me demander de quelle dictature s'agit-il? Est-ce que ce concept de dictature a un autre sens, une autre connotation que la dictature que nous avons connue, qui nie l'exercice de liberté, l'exercice de droit, le respect même des droits de l'homme, où il s'agit d'une dictature dont eux-mêmes ont un sens dans leur tête. Non, mais permettez-moi de vous rappeler quand même quelques faits pour lesquels ils reprochent les régimes en place. Oui. Peut-être ils reprochent au régime en place une justice à double vitesse, de deux poids et de deux mesures, c'est-à-dire un poids deux mesures où on n'arrive pas à rendre justice à ceux qui le méritent justement, et quand il s'agit de ceux qui sont au pouvoir, on les protège. Vous voyez les escalades qui se passent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On reproche le régime Tshisekedi que ils sont plus dans la camaraderie, et puis ils se couvrent entre eux lorsqu'il faut juger ceux qui... Est-ce que vous pouvez me donner un cas? Parce qu'à partir d'un ou de deux cas, il y a lieu que je puisse vous démontrer le contraire. C'est ce que vous dites là. Oui. Pourquoi? Parce que je puis commencer par l'affaire Kamere. Par exemple. L'affaire Kamere. Parce que Kamere était directeur du cabinet du chef de l'État actuel. Alors maintenant, il a détourné de l'argent. Moi, je dis qu'il a détourné de l'argent, plus ou moins 58 millions de dollars. Qui était destiné. Vous dites, mais la justice congolaise l'a bien, on va y arriver. Ça, je dis que c'est moi. Mais maintenant, quand il est arrivé devant la justice, il a été condamné. Rappelez-vous, il a été condamné à 20 ans de prison. Bon, c'est-à-dire que il s'était avéré qu'il avait réellement détourné. Mais malheureusement, avec la même justice. Et on a vu, après les recours, si vous voulez, que je peux ça recours, et il a été acquitté. Tout simplement acquitté. Ça c'est vraiment drôle, et ça a vraiment bouleversé aussi. Ça, vous reconnaissez quand même, vous mettez dans les arsenals des échecs de votre régime? Non, ce n'est pas le régime, ça. Attention. Ici, nous avons la justice. Il faut faire la part des choses entre
la justice de notre pays. Parce qu'il existe la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Parce qu'il y a l'indépendance de la justice, le chef de l'État qui incarne les institutions ne pouvait pas déroger à ce principe. C'est un principe. On attribue cette sacré. faute à qui? On attribue cette escalade à qui? C'était à la justice, à notre justice. Et nous sommes en train de travailler. Une justice. Attention, moi je suis du pouvoir. Hein. Moi je suis du pouvoir, je ne parle pas en tant qu'opposant. Mais je vous informe, en toute vérité, que nous devons respecter l'indépendance de la justice. Une justice. Quand la justice agit, elle agit. Et moi, peut-être, je peux parler du chef de l'État en tant que magistrat suprême. Je ne sais pas, je ne suis pas assez vraiment juriste en cette matière-là. Je crois qu'à un certain moment donné, il prendra ses responsabilités, ou il a même déjà pris ses responsabilités, pour qu'il y ait quand même des magistrats corrects, des magistrats qui savent dire le droit et qui ne peuvent pas être corrompus par qui que ce soit. Puisque vous parlez de... Il est en train de faire ce travail, et je suis très sûr que dans peu de temps, ou sinon nous avons même déjà commencé à comprendre que la justice reste une véritable justice, une justice juste. Mais vous parlez d'indépendance du pouvoir, vous parlez de... Non, de la justice. De la justice. D'accord, je voulais dire pardon, vous parlez plutôt de la séparation de pouvoir. Vous dites que le chef de l'État ne peut pas s'y mixer dans un autre pouvoir comme le pouvoir judiciaire. Ça, vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, comme vous dites par exemple que la justice nous a un peu déçus avec ce procès caméré, vous êtes du pouvoir, vous dites que le chef de l'État ne pouvait pas s'y mixer, mais il en est le garant. Il doit assurer, il est le vecteur principal pour assurer, on va dire, le bon fonctionnement de cette justice aussi. Effectivement, c'est pour cette raison qu'il y a parfois des restructurations. Vous avez suivi au niveau de la Cour constitutionnelle, on a quand même revu, mais comme le président Kamouleté a fait vraiment un bon travail, il a été réélu. Mais il est là, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui est en train de tout faire pour mettre la justice sur la bonne voie, que la justice soit réellement juste. Ça, on est en train de le faire. Attention, je vous ai dit que ce que nous sommes en train de faire, ce ne sont pas de faits que l'on amène de quelque part. Dans un colis, on vient, on vous donne. La justice n'est pas un bien. Hein? La justice n'est pas un bien. C'est une idée et c'est une conception. Et je me dis, dès que vous, l'homme qui êtes là-bas, vous êtes déjà transformé en véritable homme d'État. Très bien. Alors, il y aura maintenant moyen que nous puissions avoir une véritable justice. Et donc pour... Ça, même le chef de l'État, vous savez qu'à un certain moment donné, il avait même déjà déclaré que cette justice n'était pas toujours... Et malade, d'ailleurs, c'est les termes qu'il a utilisés. Voilà, justement. Et pour cette raison-là, d'ailleurs, je vais vous rappeler aussi que Moutamba, hein, l'ancien ministre de la Justice, avait même organisé des états généraux, des états généraux là-dessus, pour que l'on puisse trouver les mots qui rongent notre justice. Je ne peux pas vous dire que cette justice est déjà juste, non. On est en train de retravailler pour qu'elle soit réellement juste. Et cette fois-là, il faut trouver des hommes qu'il faut, effectivement. Et il est en train de chercher des hommes qu'il faut. Vous voyez, après Moutamba, tout ce qu'il a fait comme exploit, bon, malheureusement, il est tombé là où il est tombé. Et je ne sais pas s'il avait été vraiment induit en erreur par beaucoup de caciques qui ont de l'argent, qui savent comment ils sont en train de jongler pour avoir des milliards dans notre pays au détriment de notre peuple. Ça, on ne sait pas. Moutamba se trouve là où il se trouve, mais sinon, il a laissé des œuvres qui montrent que si on a quelqu'un de conscient et de vraiment qui comprend qu'il faut travailler pour que la justice soit réellement la sève de la nation, et alors à ce moment-là, vous allez voir que nous allons arrêter un peu très loin. Moutamba, s'il a connu beaucoup de problèmes, vous savez, c'est parce qu'il était déjà sur cette voie-là. Du redressement, évidemment. Effectivement, mais vous savez, si vous redressez la justice, vous la cultivez très bien. Vous allez voir que l'état de droit va
s'exercer. D'ailleurs, on se souvient du président de la République on l'avait accordé une interview à l'extérieur du pays. Il avait dit que le ministre qui est là, le ministre de la Justice, a reçu des instructions pour rétablir le pilier qu'on appelle justice, ouvrir des placards justement. Mais puisqu'on en parle, juste placer 2-3 mots, j'aimerais que vous puissiez donner un peu votre avis avant qu'on puisse clôturer ces sujets. Beaucoup de gens estiment que Constant Moutamba était nommé par Félix Tshisekedi. Constant Moutamba agissait au nom de Félix Tshisekedi. Constant Moutamba était celui sur qui Félix Tshisekedi s'appuyait pour rétablir la justice. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont constaté que Constant Moutamba a été relâché par la même personne qui lui confiait des missions. Félix Tshisekedi a abandonné Constant Moutamba. Mais attention, je vous demande, ou je vous prie, que tout au long de cette émission, vous devez toujours faire la part des choses entre les fonctions des chefs de l'État en tant que président de la République et première institution de la République et les fonctions dévolues à un ministre de justice ou à tel autre ministre, je vais dire. Dès que la justice saisit ou se saisit de quelqu'un, il n'appartient pas au chef de l'État de dire non. Non, il ne peut jamais le dire. Mais même quand bien même c'est lui qui le confie des missions. Non, mais oui, c'est tout à fait normal, on vous confie des missions. Mais remplissez vos missions normalement. Il ne faut pas aller au-delà. Si vous allez au-delà et vous parvenez, par exemple, à, comment je peux dire ça, à commettre des infractions, des manquements graves, alors cette fois-là, ce n'est pas... Mais pour le cas de Moutamba, ça n'a pas été le cas. Ce n'est plus le problème. Ça n'a pas été le cas. Toute la justice faite, il est établi que Moutamba avait l'intention de voler. Et vous savez que... Attention, vous risquez de vous contredire, professeur. Attention. Comme il avait l'intention maintenant de voler, et la justice, à des moments, punit aussi l'intention. Il faut aussi se dire, que nous n'entrons pas vraiment dans les vifs de ce sujet-là de Moutamba. Oui. C'est un sujet à plusieurs têtes. Et c'est un assez sujet complexe. Qui suscite beaucoup d'émotions. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui estiment qu'il a été condamné à tort. Vous savez pourquoi? Pour tout ce qu'il avait déjà rendu comme service dans son domaine à la nation. C'était déjà un très grand homme. Pour nous, c'était un grand homme qu'il fallait pour que ce pays puisse se redresser. Ok, très bien. Parce que la justice, je vous ai dit, moi je parle de la sève. La sève de la nation, c'est la justice. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette justice qui a été rendue, on a condamné Constant Moutamba pour vraiment clôturer ces sujets, vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut avoir un mot en tant qu'institution, président de la République? Oui, en tant que président de la République. Il peut bouger les lignes. Oui, s'il estime qu'il peut le faire, il le ferait. Mais cela ne voudra pas dire que le chef de l'État va empiéter sur la justice de notre pays. Très bien. En tant que première institution, il peut prendre une décision. Je vais appeler ça même une ordonnance. Une mesure de grâce. En respectant effectivement les règles de droit. Je pense que c'est aussi votre souhait, bien évidemment. Comme ça. Et je voulais ajouter, en fait, pour clôturer, on parle un peu de la Senghor. J'ai l'impression que nous n'avons pas trop parlé de la Senghor. Oui, pour clôturer, pour qu'on revienne. C'est-à-dire la position que la Senghor a aujourd'hui vis-à-vis de votre régime. Vous estimez qu'il... Moi, je vais vous dire d'abord une chose. Moi, je regrette beaucoup. La Senghor, comme telle, j'ai l'impression que c'est une secte politico-religieuse. Pardon? C'est une secte politico-religieuse. Et qui est proche, malheureusement... Religieuse ou bien politique? Politico-religieuse. Une secte politico-religieuse. Attention, risque. Ce n'est pas une église, ce n'est plus une église dans notre pays. Vraiment, elle joue véritablement les rôles d'une secte religieuse, comme à l'époque, vous avez connu Kitawala. Si vous avez connu Kitawala, et c'est le véritable rôle que joue aujourd'hui la Senghor. À l'époque aussi, pour de la colonisation. Vous rappellerez les Kimbanguistes, donc les Simon Kimbangu lui-même, quand il s'est levé. Et là, c'était tout à fait bon. Pourquoi? Parce que Kimbangu luttait pour la libération
spirituelle, si vous voulez, de notre peuple. Mais actuellement, c'est que Kitawala a fait presque la même chose. Mais c'est que nos amis, je les appelle maintenant nos amis de la Sengo, je parle d'Ambongo, je parle de Cholet, je parle de Fulgence Muteba, le trio. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est plus de la religion, ce n'est plus la mission même de l'église catholique ou de l'église de manière générale. Mais ils sont au milieu du village. Ils devraient être au milieu du village. Ils devaient être effectivement au milieu du village. Vous voulez qu'ils vous fassent des yeux doux? Mais maintenant là, la Sengo, et moi je parle souvent de la Sengo et pas de l'SCC. Pour moi, c'est un supplétif. Hein. C'est un supplétif, il n'a rien à dire. C'est celui qui agit là-bas, c'est un Bongo, celui qui agit, c'est un Cholet, c'est celui qui agit. Et ce sont véritablement des tribalistes. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, je vais vous le dire, mon cher ami, ce n'est pas qu'ils sont en train de travailler dans l'intérêt de notre peuple. Non. Leur problème, c'est de voir un Tshisekedi, un Kassaïen, un Mourouba à la tête. Et pour Ambongo et Cholet, et même Fulgence, ça ne pouvait pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé leur combat. Lorsque on devait désigner le président de la CENI. Oui, ils ont commencé par là. Pour que Kadimo, qui avait de l'expérience, avec une note indubitable, c'est-à-dire une biographie indubitable dans le domaine, une spécialité si vous voulez, mais vous allez comprendre qu'il voulait soutenir quelqu'un, je crois, de l'Équateur, mais qui n'avait pas d'égal avec Kadima. Et c'est à ce moment-là que, heureusement, à leur niveau, ils ont été battus par les autres et Kadima est sorti. Mais vous pensez que la CENTCO, l'ECC, puisque vous en parlez, ils ont un problème, selon vos dires, personnel avec la personne de Félix Tshisekedi ou de l'UDPS? Non, leur problème, c'est la personne de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, dites-moi, il respecte presque tous les principes sur lesquels se base l'exercice de la démocratie. Qui c'est? Félix Tshisekedi? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous dis, moi, je suis spécialiste à la matière. J'ai fait ma thèse sur les phases, si vous voulez, les forces armées et l'exercice de la démocratie dans l'État moderne en Afrique centrale. C'est ça le titre de ma thèse. Et là, je démontre très bien. J'ai fait toute une étude, une monographie sur la démocratie. Et ce qu'il est en train de faire, ce que le président de la République est en train de faire, il reste dans les principes fondamentaux lorsque l'on veut exercer un pouvoir démocratique. Très bien. Mais maintenant, c'est que nos amis de la Sengo sont en train de faire. Ils ne sont pas d'accord qu'ils puissent réussir. Parce qu'ils devraient agir comme les autres. Mais pourquoi ils ne souhaiteraient pas que Félix Tshisekedi réussisse son mandat? C'est ce que toi et moi, et même le peuple congolais ne parvient pas à comprendre. Très bien. Vous savez, ils sont prêts. Ils sont toujours à côté de l'agresseur. Vous savez, ils sont à côté de l'agresseur. Ah, vous pensez? Mais je vous informe qu'au moment où nous parlons, l'église catholique Cholet et Ambongo serait derrière cette secte avec son président, moi je l'appelle président national. Si ce n'est pas une secte politico-religieuse, Ambongo c'est un président national de la Sengo. Et Ambongo, ce sont le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Je ne sais pas comment l'IDPS, le secrétaire général adjoint, c'est Fulgence. Alors c'est un mouvement politique, c'est un parti politique de fait. De fait, c'est qu'ils sont en train de se dire... Mais donc il ne reste que les statuts et les règlements. Et ils en ont, mais ils ne veulent pas aller déposer ça au ministère de l'Intérieur pour leur validation. Ils perdent beaucoup de temps au lieu de faire maintenant la mission religieuse ou les missions religieuses. Ils sont en train de s'occuper de la politique. Prenons ce qu'ils ont eu aussi. Résumé. Avant, avant ce qu'on appelle la feuille de route. Oui. Qu'est-ce que sont les feuilles de route? Est-ce que vraiment, entre nous, est-ce qu'il leur appartient? Avec ce qu'ils ont fait, mais ils étaient allés d'abord voir le président Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Ils ont vu le président, c'était juste pour qu'il puisse se laver les mains. Donc ils sont allés là-bas. Ils savaient déjà que le président n'était pas d'accord avec ce que la Sengo et le CC étaient en train de faire. Ils savaient très bien ça. Mais ils sont allés là-bas pour les convaincre.
Mais comment vous pouvez aller convaincre quelqu'un du bienfait de ce que vous êtes en train de faire lorsque vous-même vous êtes hostile à sa personne? Merci. Vous ne voulez pas de la personne, vous l'attaquez à chaque instant et ils ont toujours les problèmes dans leur tête, les conditions de vie du peuple, le peuple est abandonné. Mais qui n'est pas faux. Mais attention, mais vous savez que nous travaillons. Notre pays est dans un puits profond, creusé depuis 1965. Mobutu l'a enfoncé. Laurent Désiré Kabila est venu pour quelques temps, il voulait se battre à gauche, à droite, alors il a aussi enfoncé un tout petit peu. Kabila est venu, il est allé même à 1000 km de profondeur, alors maintenant lui-même vient pour rembler. Le président vient pour rembler. En fait, le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est venu pour rembler ces trous-là, ces fossés-là. Mais malheureusement, est-ce que, entre nous, soit dit, 1000 plus ou moins 1000 mètres de profondeur. Si vous voulez rembler cela, ça peut nous prendre combien de temps? S'il y a la volonté, avec des engins efficaces. Voilà, oui. Alors cette fois-là, il faut des engins efficaces. Ces engins, moi je les considère comme des personnes, comme des groupements qui travaillent en faveur de notre peuple. Très bien. Voilà. Mais, je termine s'il vous plaît. Ça, c'est un problème assez important parce que les gens en parlent. Concluez. Vous voyez le travail qui se font. Les travaux, je veux dire, qui se font actuellement, en fait, essayer un peu de traverser la ville de Kinshasa. C'est un chantier, non? C'est véritablement un chantier. Pratiquement. On construit des routes et des routes de manière durable. Vous allez les constater. Durable. Eux ne les constatent, ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Ils le regardent, hein, mais ils ne voient pas. Les gens de la Sengo et de l'ECC, ils ne voient pas. Alors aujourd'hui, nous parlons de la chute des dollars américains par rapport à notre monnaie. Ils n'en parlent pas. Et ceux qui veulent en parler estiment que c'est de l'aphrodisiaque. Hein, c'est de l'aphrodisiaque. On est en train de nous tromper d'ici là. Et je suis très content de la sortie du gouverneur de la banque. Et je crois qu'ils vont être désillusionnés parce que ça sera permanent. Et vous constaterez que le prix des denrées alimentaires de première nécessité vont chuter complètement. Et ça, je demanderai aussi à notre gouvernement de mieux faire pour que la SNEL et la Régie des eaux revoient en baisse leurs factures et que certaines taxes soient retirées, soient revues aussi en baisse. Très bien. Pour permettre maintenant aux opérateurs économiques de jouer véritablement leur rôle. Et ça sera à la déception, je suis très sûr, de membres de la Sengo et de l'ECC. Très bien, merci. À leur déception. Merci. Mais qu'ils ne continuent plus à faire jouer à ces jeux-là, surtout s'allier à un agresseur, celui qui a tué plus de 10 millions de gens, je parle de M. Paul Kagame. Alors, à s'allier à cet homme-là, pour venir ici tromper les chefs de l'État, qui incarnent cette lutte pour que ce pays soit réellement indépendant, qu'il ne soit pas un pays tel que nous l'avons vécu avec les autres. Et je prends généralement Joseph Kabila. Vous savez, Joseph Kabila, nous l'appelions président de la République. Mais ce n'est pas lui qui présidait la République démocratique du Congo. C'était Paul Kagame. Allez, qu'on en parle alors, puisque vous dis, oui. Vous avez déjà introduit ces sujets-là. Joseph Kabila, aujourd'hui, on l'a condamné par, on va dire, votre régime. La République l'a condamné. Il a servi ces pays, pour les uns, depuis 2001 jusqu'à 2018. Près de 18 ans même du pouvoir. Pourquoi vous avez cette haine, on va dire, envers Joseph Kabila? C'est malheureux, mais il a servi ces pays, vous dites servi entre guillemets, moi je mets ça entre guillemets, la République pendant 18 ans. Est-ce que c'était véritablement lui? C'était notre ami Paul Kagame qui dirigeait ce pays. Lui, c'était juste, il jouait le rôle d'un gouverneur. Il jouait le rôle d'un gouverneur. Écoutez ce qu'il a fait pour ce pays. Allez-y. Alors, maintenant, il est président de la République, avec sa jeunesse, et dans l'état où nous le connaissions. Il est venu ici, et justement, en botte, comme on le dit, il n'avait absolument rien, même pas sa propre santé. Il n'avait rien, sa santé qui était fanée,
Et vraiment, quand il s'habille, vous ne voyez pas quelqu'un qui pouvait diriger le grand pays et beau pays comme la République démocratique du Congo. Mais on nous l'a imposé de l'extérieur. Et nous étions impuissants de réagir. Il est resté. Et ces gens qui nous l'ont imposé savaient très bien qu'il n'avait pas d'origine congolaise et qu'il était un Rwandais. Ils le savaient très bien parce que la mission des grandes puissances était de prendre les gens d'ailleurs, les amener dans d'autres pays pour qu'ils dirigent afin qu'ils soient à leur solde. Et c'était ça, ce qui est arrivé avec Joseph Kabila, et vous devez le savoir. Alors que maintenant, dans peu de temps, dans 18 ans, il est devenu milliardaire. Il doit être le deuxième en Afrique. Mais ça, vous ne dites pas aussi... Attention. Vous ne dites pas comment. Vous ne dites pas aussi que sous l'égide ou le règne de Joseph Kabila, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, la flambée des prix, la flambée de tout ce que nous avons aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Ça, vous ne dites pas. Non, mais vous m'aidez à lui dire, je suis très content. Alors maintenant, je ne voulais pas aller dans ce cadre-là, parce que nous devons aller vers la condamnation. Vers la condamnation. Pourquoi il a été condamné? Je suis en train de vous montrer qu'il est parti, il est venu ici, il a pillé le pays. Il a pillé le pays en tant que gouverneur pour donner toutes les richesses de ce pays au Rwanda. Rwanda, vous savez, aujourd'hui, il est le grand producteur entre guillemets des coltans. Ouais. Hein, des coltans, et c'est très dangereux. Premier pays exportateur en Afrique. Lithium. Il est en train de nous voler même le lithium. Donc tous les minéraux stratégiques, le Rwanda est en train de nous les voler à travers, il nous les volait à travers notre gouverneur, ancien gouverneur de notre grand pays ici qui était considéré par le Rwanda comme une province. Et il connaissait bien ces pays. Quel ancien gouverneur? Mais c'est Joseph Kabila, c'est l'ancien gouverneur de Kagame. Parce qu'il avait tout pour donner à Kagame et ces pays étaient infiltrés. Donc tout ce que je peux vous dire, tous les organismes, en fait, que je peux vous dire, les FARDC infiltrés, la police infiltrée, les services de sécurité infiltrés, l'administration infiltrée par les Rwandais de manière à affaiblir complètement les pays. Effectivement, les pays étaient complètement affaiblis et personne, si ce n'était que le chef de l'État actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi, si vous voulez, Tshilombo, Fachi, si n'était l'homme de cette trempe-là, ces pays allaient s'effondrer jusqu'à disparaître. Très bien, merci. À disparaître. Mais maintenant, il a été condamné. Condamné, oui. Mais moi, je crois que si vous avez dit qu'il avait rendu service pendant 18 ans. Des services loyaux pour les uns. Loyaux, si vous voulez, hein, pour les uns, et pour les autres, non. Alors, maintenant, il ne fallait pas qu'il puisse aller s'allier à l'agresseur, c'est-à-dire au Rwanda. Il est allé au Rwanda, il a financé l'AFC, il a financé le M23. Ah bon? Depuis très longtemps. Il ne faisait que ce jeu-là. Mais la République n'a pas pu prouver ça. Chaque fois que notre ami Kagame, notre ami entre guillemets, a besoin de quelque chose dans notre pays, il montait toujours le M23. C'est parti de CNDP. C'est parti de CNDP au M23. Alors il a inventé cette histoire et il est entré juste pour permettre à notre armée de s'entasser des éléments du Rwanda, les Rwandais. C'est ainsi que nous avons beaucoup de généraux rwandais, beaucoup, si vous voulez, d'officiers supérieurs rwandais, et même au niveau de soldats, vous allez trouver suffisamment de Rwandais. Et Kabila le savait très bien parce qu'il était sous les ordres de Kagame. Parce qu'il avait osé dire non, on l'aurait déjà fait partir, parce qu'il n'était pas assis sur le plan sécuritaire et sur le plan stratégique comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Okay. Et ça, nous devons le reconnaître. Et c'est avec raison que nous ne devrions pas continuer à rester avec quelqu'un qui détruit notre pays, et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pourquoi il a été condamné. C'est ainsi qu'il a été réellement condamné, parce qu'il y a de preuves qu'il était à l'Est.
notamment à Goma. Très bien. Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas et pourquoi il n'est pas passé par ici et pourquoi d'ailleurs il a fui la République démocratique du Congo pour s'exiler. Pourquoi? Il faut que l'on sache ça. Ce qui signifie qu'à un certain moment donné, il voulait lui-même commencer à dicter des choses, ce qu'il faudrait faire au président. Donc il s'est exilé de manière délibérée. Alors maintenant, vous allez dire que nous l'avons chassé, c'est le président qui l'a chassé? Non. Merci beaucoup. Lui-même s'est senti coupable et il est parti de la République démocratique du Congo pour revenir encatiminé par la partie orientale. C'est tout à fait normal que nous ne puissions pas accepter un tel comportement. La justice s'en est pris et directement il est condamné. Et il est condamné à mort. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est chercher comment l'avoir. Le mandat international est déjà lancé. Le jour qu'on mettra la main sur lui, il comprendra la valeur de la justice dans notre pays. Parce que lui avait travaillé pour que la justice ne soit pas juste en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la justice reste vraiment, je peux appeler ça une vertu qui fonde aujourd'hui la nation. Et nous sommes en train de fonder l'état des droits et de démocratie dans notre pays. Et c'est ça le propre, si vous voulez, la valeur même de l'institution président de la République aujourd'hui. N'était été Félix Antoine Tshisekedi Omulumba, disons, oui, effectivement, Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou Tshisekedi Omulumba. Ah bon? Voilà, justement. Ok. Oui, oui. Alors, je crois que notre pays ne serait plus un pays. Merci beaucoup. C'est déjà une véritable province d'outre-mer du Rwanda. Voilà. Aujourd'hui, il a reçu quelqu'un, il a eu quelqu'un vraiment qui lui a opposé un refus de non-recevoir. Et aujourd'hui, notre pays a sa place sur le plan international. Voilà. Et dans tous les forums qui se font à l'extérieur. La RDC est maintenant présente. La RDC qui est présente et qui s'exprime. Mais à l'époque, ce n'était pas cela. Très bien. À la place de la République démocratique du Congo, c'était un Rwandais qui prenait la parole. Et j'étais moi-même très vexé et très attristé par une telle information. J'étais encore à la NAPI, je recevais des investisseurs, j'ai reçu quelqu'un qui me disait, mais vraiment nous sommes très tristes. Pourquoi? Parce que dans tel forum où nous nous sommes retrouvés, la chaise de la RDC était vacante, mais quand on a appelé quelqu'un qui devait maintenant parler, c'est plutôt quelqu'un du Rwanda qui avait pris la parole. Nous-mêmes, nous étions là, nous savions quoi dire, mais quand même vers la fin, on a fait des remarques à ce Rwandais là-bas pour dire prochainement, si vous venez dans ces conditions, nous allons réagir. Très bien. C'est déjà ce que le président est en train de... Beaucoup de gens ne voient pas ça. Voilà. C'est un héros vivant. Merci. Je vais vous dire ça. C'est un héros vivant et on verra avec ce pays. Il ne faut pas attendre qu'il meure pour qu'il soit proclamé héros. Vraiment, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un héros et j'insiste et je le prouverai tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. On va évoluer, professeur Bruno. Il nous reste 3 sujets, mais faute de temps, on va prendre les derniers sujets, d'ailleurs, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, je vais directement faire un tour à la régie pour demander à Christian Kazadi de nous proposer un élément, et c'est cet élément-là qui va nous permettre et qui va nous aider justement à entrer maintenant avec Rigen Louzietou et Christian Kazadi. Ils vont nous permettre de suivre cet élément, et pendant que nous allons après... dès que nous suivons cet élément, quand nous allons retourner, on va clôturer avec ça. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle donc sur ces plateaux que j'ai reçu le professeur Bruno Kabaji-Chibangu, qui est justement membre de l'UDPS, et c'est avec lui que nous sommes en train d'exploiter ces sujets. Main tendue du chef de l'État Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Suivant en image, fidèles téléspectateurs, on se retrouve pour clôturer cette émission avec cette dernière rubrique. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade.
Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie l'antenne justement avec ce que nous venons de suivre tout à l'heure là. Alors il dit que je veux la paix des braves. Félix Tshisekedi tend la main. Cette fois-ci il parle. Mais lui, Paul Kagame, par contre réagit. Il dit que nous sommes venus pour autre chose, mais voilà qu'il y a quelqu'un qui est venu pour gâcher la cérémonie. Paul Kagame boycotte. Il refuse encore. À travers son ministre des Affaires étrangères, il a refusé totalement cette demande, cette main tendue, il a refusé. Il a dit que ce n'était pas les lieux appropriés. Beaucoup de gens estiment que Félix Tshisekedi ne devrait pas. L'opposition d'ailleurs, l'opposition ici dit que Félix Tshisekedi voulait encore faire des courbettes. Et vraiment, c'est une humiliation. D'autres personnes ont parlé d'humiliation. D'autres personnes disent que Félix Tshisekedi veut justement le chemin diplomatique. Professeur Bruno Chibangu Kabaji, vous êtes cadre de l'UDPS, vous soutenez le régime en place, c'est vous qui êtes au pouvoir. On humilie la RDC autant. Encore une main tendue, boycottée et refusée. La question que je vous pose, pourquoi on en arrive là, d'humiliation en humiliation? Bon, je ne sais pas à quel niveau il y a l'humiliation. Ça, c'est ce que je pourrais encore vous rétorquer quelque chose. Et c'est à quel niveau on voit l'humiliation de notre pays. Main tendue, main refusée. Non, main tendue n'est pas une humiliation. Je voudrais commencer par le commencement. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, passe président de la République. Il trouve que le pays était complètement miné. Miné par qui? Par Kagame, si vous voulez, hein, les milices de Kagame lui-même, avec toutes ses forces, étaient sur place. Et Kabila lui-même avait laissé cette force-là. Pour éviter l'escalade militaire, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a présenté des projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, disons tous les pays limitrophes devaient en profiter. Il n'y a personne qui a accepté cela. C'est ainsi que, à un certain moment donné, vous savez, vous vous souviendrez qu'il appelait Kagame mon frère. Quand il appelait Kagame mon frère, c'était juste pour lui montrer que nous sommes des Africains et nous sommes des voisins. Nous devons nous entendre pour que nos deux peuples vivent en paix. C'était ça juste la signification. Mais malheureusement, il a été empoignardé par les dos. Il avait de bonnes intentions. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire par la suite, s'il vous plaît, après qu'il soit empoignardé par le dos? Il a commencé des discours belliqueux, des dénonciations. Il a commencé des dénonciations du comportement ou des comportements de Kagame. Il a mis Kagame à nu. Personne ne pouvait pas citer le nom de Kagame ici, même dans notre propre pays, même à l'extérieur. Non. Mais
avec en fait le président Félix de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, n'importe qui peut citer, et cite d'ailleurs les noms des candidats. Mais ça ne suffit pas. Et maintenant, et le pointer du doigt. Ça ne suffit pas, professeur. Attention, j'avance. Oui. Ça suffit pas, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un pas en avant. Un pas en avant, pourquoi? Parce que nous avons découvert pour le moment qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Très bien. Nous l'avons pointé du doigt. Et les Congolais attendent peut-être de lui faire la guerre ou de l'affronter maintenant. Ce n'est pas seulement la guerre. Il y a deux méthodes. On peut prendre la méthode de non-violence, tout comme on peut prendre la méthode de violence pour résoudre un problème de ce genre-là. Mais lui a préféré commencer par la non-violence. C'est-à-dire la méthode diplomatique. Le dialogue, Ouais. la diplomatie, si vous voulez. Ouais. Alors, il a mené une bonne diplomatie qui a amené notre agresseur, Kagame, à nu, qu'il a amené à nu, parce que tout le monde, en fait, tout le monde entier, reconnaît aujourd'hui que Kagame est un agresseur et qu'il a sur le terrain, sur le territoire national congolais, ses militaires et c'est lui qui finance le M23 et l'AFC. Alors, je ne finance pas seul. Il y a aussi Kabila, Joseph, qui l'a fait avec ses milliards qui les font parce qu'il voudrait bien revenir au pouvoir, mais c'est malheureux pour lui, il ne reviendra plus jamais. Alors maintenant, Félix Antoine Tshisekedi a tenu ce genre de discours partout. Et nous l'avons applaudi. Mais ce genre de discours nous ont amenés à Washington, nous ont amenés à Doha. Oui. Alors, aujourd'hui, s'il parvient à demander, à tendre sa main, si vous voulez, à tendre sa main à l'agresseur Paul Kagame, c'est tout simplement stratégique. C'est-à-dire stratégique, c'est-à-dire ceci. Alors, vous savez, le monde entier nous observe. Pourquoi on n'applique pas l'accord de Rwanda, Rwanda-RDC qu'est-ce qui s'est passé effectivement à Doha? Alors, on risque de croire que c'est le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui freine. Maintenant, il voudrait maintenant leur montrer qu'il a la volonté. Il a la volonté de pouvoir trouver la paix. Alors, pour trouver cette paix, il a tendu la main à l'agresseur. Au cas où l'agresseur ne refusait la main tendue, il y a aussi une autre étape à laquelle on va passer, et c'est cette étape qui n'est connue que par le président de la République lui-même. Il n'est pas fainéant pour aller devant le monde entier et parler de la main tendue. Mais est-ce qu'il en valait encore la peine? Il en valait encore la peine. Après qu'il a tendu plusieurs fois la main tendue, S'il vous plaît, il a tendu cette main-là d'abord quand il prenait le pouvoir. D'ailleurs, quand il prenait le pouvoir, c'est cet homme-là, en fait, Kagame, voulait justement qu'il agisse comme agissait Joseph Kabila. Mais il a trouvé que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'était pas dans la logique de Kabila, c'est-à-dire de laisser le pays à portée, si vous voulez, du Rwanda. Ça, c'est déjà quelque chose. Quand notre ami, l'agresseur, si vous voulez, de notre pays, a compris que le Félix Antoine Tshisekedi n'était pas de cette tendance-là et voulait bien de l'indépendance, s'assurer de l'indépendance de notre pays. Notre pays ne doit pas dépendre du Rwanda ou de notre pays voisin ou même des pays en dehors de l'Afrique. Et c'est en ce moment-là que Kagame a commencé la guerre. Très bien. Mais nous sommes en train aujourd'hui de faire des purges. Parce que ce qui nous a affaiblis, c'est l'infiltration. Très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller un peu plus loin et je ne pense pas qu'à la fin de tout, on ne va pas se battre. On se battra, ça c'est sûr, on se battra, mais après les combats, après la guerre, il y aura maintenant la paix. Cette paix-là, ça sera véritablement la paix des braves. D'abord, on va se battre. Ah, on va se battre. Là, au moins, on va se battre. Comme il a refusé, c'est que signifie que nous allons maintenant prendre une autre stratégie. Cette autre stratégie sera... Est-ce que nous en avons les moyens d'ailleurs? Nous qui croyons que nous n'avons pas de moyens. Mais il lui-même connaît que pour le moment, nous sommes à mesure
d'affronter ces petits pays avec un petit président. Ça, c'est sûr, vous allez le constater. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui font le schéma diplomatique pour dire que le Rwanda n'a pas la capacité de nous agresser. Si le Rwanda ose, c'est parce que derrière eux, il y a les Occidentaux. On cite la France, on cite beaucoup d'autres pays. Mais nous aussi, nous sommes même amis, on va dire partenaires, puisque en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que partenaires. On parle même, nous sommes partenaires avec les mêmes pays qui financent le Rwanda. Vous ne voyez pas que nous n'avons pas une diplomatie forte? Nous ne savons pas comment agir. Non, malgré cela, vous savez qu'à l'époque, le Rwanda ne pouvait pas être lâché ou dénoncé par ces pays occidentaux, ces grandes puissances. Mais à un certain moment donné, les mêmes grandes puissances ont compris qu'il s'agissait effectivement d'une agression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi a réussi, a eu l'impact positif à travers le monde. Parce que ce pays ici était déjà en dehors du giron du giron international, du giron de l'ONU, si vous voulez. Parce que je vous ai dit ici qu'à un certain moment donné, il n'y avait plus moyen pour notre pays de s'exprimer et de se faire entendre. Il avait fallu qu'il soit là, qu'il vienne, que le Fachi soit là comme président de la République pour que l'on puisse parler de notre pays à travers le monde. Il a fait la main tendue, il a présenté la main tendue à l'agresseur. L'agresseur l'a rejeté et il y a maintenant une autre étape. Pour qu'on ne puisse pas dire que, attends, vous voyez, c'est le président Tshisekedi qui a créé des problèmes. Alors il voudrait maintenant, il a montré à la face du monde que le véritable, si vous voulez, épine de la paix, c'est véritablement Kagame. Ce n'est plus moi. Mais maintenant, moi aussi, en termes de légitime défense, j'agirai. Très bien. J'agirai. Et comment j'agirai? C'est le président de la République qui sait comment il va réagir. Nous, les peuples, nous serons toujours derrière lui. Lorsqu'il prendra des décisions de vie ou de mort, nous serons avec lui. Merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bruno. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Permettez-moi de vous poser vraiment des questions fermées qui peut-être n'aura peut-être pas beaucoup de littérature. Acceptez cet exercice-là pour qu'on puisse clôturer cette émission. Fidèles téléspectateurs, Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pensez-vous qu'il est bien entouré? Il est bien accompagné? Et là, il y a un problème. Un problème en termes de gens qui doivent travailler avec lui. J'ai vu comment il a commencé. Pour la plupart du temps, il avait ses amis de l'extérieur. Il faut qu'on se le dise. Les amis de l'extérieur. De la diaspora donc. De la diaspora. On a parlé de la diaspora à chaque instant. Malheureusement, cette diaspora l'a vraiment déçu. Je veux dire, il l'a déçu dans la mesure où la plupart du temps, ont détourné de l'argent, se sont fait corrompre, et n'eût été son intégrité intellectuelle, morale, politique, le président n'allait pas faire quelque chose. Donc aujourd'hui, à un certain moment donné, aujourd'hui, il a changé, il a pris encore d'autres personnes. Je crois que ça semble marcher. Pourquoi? Parce que vous voyez quelqu'un comme Wameso. Wameso, il était là comme Diakaba. En tout cas sur le plan financier, il a beaucoup travaillé et je le sais très bien. Il y a celui qui il a été directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi. Oui. Okay. Et il y a Kamba, si vous voulez, le ministre Kamba de la Santé. C'est encore quelqu'un de très appréciable, qui est très apprécié dans ce domaine-là. Je l'ai connu quand il était son conseiller en matière de la santé. Il y a aujourd'hui... Les finances, de deux fois moins. Bon, aujourd'hui, non, je ne voudrais pas... Je parle des gens qui étaient d'abord au niveau du cabinet. Ok, avant de la présidence. Au niveau maintenant de la présidence. Alors, au niveau même du cabinet, bon, je ne sais pas actuellement comment les choses... Mais si on peut prendre en termes de pourcentage. Je suis en train d'observer... En termes de pourcentage, pour vous aider quand même pour gagner le temps, vous pensez qu'il est mieux accompagné à combien de pourcents? À 10%, à 5%? À 50%. Je dis à 50%. Et vous savez ce qui s'est passé à Washington. C'est dit aussi, vous voyez, il y a eu une remise en question. Une remise en question. Et même nous avons dit pas question de signer ces accords-là. C'est par le fait qu'il y a eu un mauvais choix.
Alors, il y a des gens qui étaient rodés à la matière, même s'ils ont travaillé avec Joseph Kabila et autres, mais quand même, ils sont restés spécialistes, experts. Il fallait les récupérer. Très bien. Les récupérer, parce que quand ils vont aller là-bas, ils sont habitués à ce genre de négociations. Et ils devraient maintenant peut-être faire un bon travail que prendre des novices, parce qu'ils sont proches de tel ou de tel autre, ou parce qu'ils ont fait la fierté, ils ont parlé très bien leur français, français parfois des familles, alors ça devenait un peu très compliqué, et ça nous amène là où ça nous a amené. De toutes les façons, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme qu'il faut pour notre pays, et nous devons les soutenir, s'il vous plaît, nous devons les soutenir, et pour qu'ils puissent amener ce pays à un état véritablement de droit et de démocratie. Si je peux vous résumer, tous les problèmes que nous avons connus en interne comme à l'externe, sous l'égide de Félix Tshisekedi, ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi qui en est l'auteur, mais ce sont les personnes qui l'entouraient. D'abord, je dois Parce que lui, vous dites qu'il est le choix judiciaire, c'est-à-dire que ce n'est pas lui le problème, mais ce sont justement les personnes qui étaient autour de lui. Je ne dis pas que ce sont les personnes qui sont autour de lui. Attention. Certaines personnes. Mais je dis ceci. Parce qu'après tout, c'est lui le chef. Quand on prend la décision, parfois, sur le plan national, parfois ça l'engage. Ça, c'est sûr. Okay? Alors maintenant, je constate que le genre de problème auquel il est affronté trouve toujours un dénouement positif. Ça, c'est sûr. Un dénouement positif, parce que vous allez constater qu'à l'allure où il travaille, vous allez constater que nous avons traversé des moments beaucoup plus difficiles, et on ne pensait même pas qu'on devait les traverser. Et aujourd'hui, quand on parle de la République démocratique du Congo à l'extérieur, malgré ce qui se passe à l'intérieur, alors vous allez vous dire vous-même que nous avons affaire à quelqu'un qui est naturellement intelligent. C'est-à-dire à partir de lui-même. Félix Tshisekedi. Oui, parce que naturellement intelligent. On le dit, je vois déjà dans les réseaux sociaux les gens qui disent non, les conseillers lui avaient demandé de dénoncer, mais lui a tendu la main, ça c'est de lui-même. Attention, si cela est vrai, c'est normal, parce que quand vous êtes conseiller, vous venez avec des informations, vous me donnez. Il ne m'appartient pas de prendre tout ce que vous allez me dire et de mettre sur les papiers pour que je puisse aller en parler ailleurs. Je suis responsable, je suis intelligent, je suis sage, je suis le tout en tant que chef de l'État. Dès que vous venez avec vos histoires là-bas, vous les mettez sur les papiers, vous me donnez toutes les explications et vous partez. Je prends aussi d'autres personnes qui peuvent encore me dire quelque chose sur ce dossier, et après je prends ma décision, et c'est une décision qui m'engage. Très bien. Et c'est ce qui se fait actuellement à l'institution, dans l'institution président de la République. Les gens qui sont là, effectivement, ils travaillent. Il y a des administratifs, il y a des politiques, il y a des financiers. Ils donnent les informations, mais celui qui assume, c'est le chef de l'État. Et généralement, il assume très bien et en toute responsabilité. Très bien. En toute responsabilité. Merci beaucoup. Allez, fidèles téléspectateurs, on a clôturé avec cette émission. On finit avec cette question. Professeur Bruno Tshibanga, on va se dire au revoir avec cette question. En 2028, le 20 décembre, Félix Tshisekedi rend le tablier. Non, pas nécessairement. Pardon? Nous devons savoir d'abord, nous devons évaluer. Attendez, mais pourquoi vous commencez avec non? Attention. Oui, alors que les 5 ans... Parce que nous devons évaluer ce qu'il a fait. Pendant les 10 ans, si vous voulez. Pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Non, pendant même, je veux dire pendant les 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, nous disons, c'est lui qui a sorti le pays du trou diplomatique. Maintenant, le pays est maintenant sur la scène internationale. C'est-à-dire? Oui, grâce à sa diplomatie, quoi. Ça, c'est une victoire de gagner. Alors, sur le plan économique, vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui avec les dollars. Par rapport au franc congolais, c'est déjà quelque chose. Aller au niveau des infrastructures. Mais non, pourquoi? Attention. Alors que la Constitution... Nous sommes en train d'évaluer tout cela. La Constitution... Aller aujourd'hui... La loi mère... Mais cette Constitution, d'ici là,
nous allons essayer de la changer. Parce que ah bon? Oui, vous dites quoi? Je n'ai pas bien entendu. Nous allons changer cette constitution. Ça, c'est un fait. Et le chef de l'État, s'il n'est pas d'accord avec ça, nous lui demanderons de lancer déjà ces mouvements-là. Nous devons changer cette constitution qui préjudicie la République démocratique du Congo sur plus d'un point. Vous pensez que les Congolais seront d'accord avec vous? Mais les Congolais, c'est en fait les Congolais, ce sont les Congolais, je veux dire, qui sont en train de nous amener, d'inciter le chef de l'État à changer cette constitution des belligérants. C'est une constitution des belligérants. C'est une constitution qui reflète la paix des braves. Parce que ce sont eux qui se sont réunis à Sun City et qui ont produit ces papiers. Nous, d'ailleurs, au niveau de l'UDPS, je vous le rappelle, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution parce qu'on se disait qu'un tel article, je crois 200 quelque chose là-bas, on était déjà 217. en train déjà de chercher comment vendre la République démocratique du Congo ailleurs. Aujourd'hui, les gens nous disent non, quand vous voulez laisser une partie du territoire, cela veut dire tout simplement que vous voulez vous intégrer dans le principe même international où il faudrait partager avec les autres. Non. Il y a une littérature juridique qui a été lancée là-dessus et qui ne nous intéresse pas. Nous, cette interprétation doit d'abord venir après avoir revu la formulation. Si la formulation n'est pas revue, nous n'allons pas en fait accepter une explication insidieuse et même spécieuse. Et nous ne pouvons pas le faire. Merci. Nous allons changer la Constitution pour permettre au chef de l'État d'avoir tous les pouvoirs. Enfin, c'est un régime présidentiel. En tout cas, il faut en avoir l'approbation des plus de Congolais. Si c'est la vie qui est seulement au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Non, vous savez que lui-même a été voté. Lui-même a été voté à plus de 70%. À plus de 70%. Et si nous voulons aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait comme merveille politique, et je crois qu'il peut être déjà à 80%, même sinon vers 90%. Sinon, ça reste à convaincre vraiment un grand nombre de la population congolaise. 120 millions de Congolais. Nous allons changer. Si le président lui-même ne veut pas qu'on le change, mais nous, peuple, nous allons lui demander de faire tout pour faire changer la Constitution. Parce qu'il est encore très très nécessaire, très très utile pour ce pays. Parce que si jamais il partait, alors le Rwanda va nous envahir. Mais pendant qu'il est là, le Rwanda n'osera jamais nous envahir. Parce qu'au moment où nous parlons, et il est là, il est en train aussi de préparer sa force publique, je veux dire, et pour que un jour qu'il affronte le Rwanda. Et cette fois-là, la communauté internationale, qui ne veut pas comprendre que par le dialogue, on doit résoudre les problèmes, il comprendra quand il y aura encore plus de 60 millions de morts dans notre pays. Et cette fois-là, quand nous allons aller au Rwanda, au lieu de 60 millions, nous allons décimer les 10 millions qui se trouvent là-bas. Et ça sera effacé sur la Merci beaucoup. politique. Et c'est ça que nous allons faire. Et nous soutenons le président de la République pour tout ce qu'il a déjà fait pour notre pays. Pour moi, il reste un héros vivant. Et faisons un effort pour qu'il soit véritablement héros jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas attendre, si vous voulez, nous ne devons pas attendre qu'il meure pour que nous puissions nous dire « Oh non, c'était un héros ». Très bien. Un héros ne doit pas toujours être un mort, mais on peut avoir un héros vivant. C'est lui qui s'adonne corps et âme pour sauver la nation congolaise qui était déjà, si vous voulez, menacée de disparition. Très bien. Voilà. L'union entre la CENCO et les CC, la condamnation de Joseph Kabila, on a parlé du dialogue, on a parlé du changement, de la révision, la nouvelle main tendue du chef de l'État Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Voilà ce qui était au menu de la question de l'émission de ce samedi 11 octobre 2025 où nous avons eu l'honneur, on va dire, de recevoir le professeur Bruno Chibangu Kazadi, professeur
Kabaji, voilà, professeur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Il est docteur en philosophie, il est diplômé du CHESD, du Collège de haute stratégie de défense, bien évidemment. Il a été DGA de l'ANAPI pendant près d'un bout de temps, et puis il a aussi assumé les fonctions de DGAI de l'Agence nationale pour la promotion des investisseurs ou des investissements. Et c'est lui qui est cadre de l'UDPS qu'on a reçu aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi. Vous avez suivi, je crois que chacun de nous a tiré les conclusions. Professeur, nous vous disons merci beaucoup pour votre passage à la Tribune du Savoir. Merci de m'avoir reçu. Je ne le savais pas, mais au moins, je crois que prochainement, oui. Je vais essayer de mieux faire. Oui. Cette fois-ci, c'était un essai. Oui. Et de le lendemain, partie remise. Quelque chose de sérieux, oui. On verra quelque chose de très sérieux que nous allons préparer. Très bien. Aussi, on peut même d'abord parler de nos productions scientifiques. Justement, oui. Et puis, on passera à autre chose pendant ce temps-là, parce que ce sont des productions qui sont de type philosophie politique. On va en parler. D'ailleurs, puisque vous en parlez, il y a plusieurs commentaires des personnes qui ont commenté justement cette émission, mais je vais en lire un. Bonjour, messieurs John Cannon, le professeur Bruno est très profond. Malheureusement, le temps fait défaut. Merci, on va y revenir. C'est vrai qu'on va apporter d'autres... on va voir d'autres numéros, on va voir d'autres émissions qui vont justement nous permettre d'entrer en profondeur pour que vous puissiez encore les découvrir. Ça, ce n'est qu'une partie remise, comme lui-même l'a dit, un essai. Merci vraiment de votre passage à la Tribune du Savoir. Et nous vous disons aussi merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. Vous étiez très nombreux, vous nous avez suivis sur Facebook, vous nous avez suivis sur YouTube. Merci de vous abonner encore. Allez-y sur notre chaîne YouTube Tribune du Savoir. Je vous prie de vous abonner massivement. Alors, vous allez suivre les récaps ou les extraits de cette émission sur TikTok aussi. Là, c'est sur ma page, sur mon compte TikTok John Kanono. Allez-y, vous allez suivre quelques extraits que nous allons vous proposer, vous balancer. Abonnez-vous surtout pour faire le relais de cette émission et justement de faire des partages au maximum pour que l'information puisse être partagée. Et donc, fidèles téléspectateurs, je vous dis grand merci. Merci d'avoir vraiment suivi cette émission. Une émission qui a été réalisée par Rigan Louzietou. Rigan Louzietou était derrière les caméras. Christian Kazadi était à la régie finale. Hector Badibanga était au programme. Et Bob Baroutibomoy l'a donc coordonné. Je vous dis merci beaucoup. Je vous retrouve demain à 17h pour le même plaisir. Ça sera pour le même intérêt. Et ça sera sur la même chaîne. Je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Merci.